Une pauvre domestique a répondu à un appel en parlant allemand sans savoir que son patron la regardait. Le lendemain, il l'a renvoyée. Claire Dupont vivait au cœur d'un silence qu'elle n'avait pas choisi, mais qu'elle avait appris à habiter. Âgée de 32 ans, elle travaillait depuis 5 ans comme employée de maison dans la propriété des Merciers, une vaste demeure de pierre aux abords de Sancerre, perdue entre les vignes et les souvenirs d'une noblesse provinciale. Elle y logeait dans une petite annexe, discrète, presque effacée du paysage, comme elle-même. Tous les matins, elle se levait à 6 heures précises, enfilait ses vêtements de travail, une blouse grise impeccable, des chaussures plates, silencieuses, et descendait dans la cuisine pour commencer sa tournée silencieuse, nettoyer, ranger, dépoussiérer, faire en sorte que tout fonctionne sans jamais attirer l'attention. Le maître de la maison, Antoine Mercier, laissait rarement transparaître la moindre émotion. Âgé de 38 ans, il était à la tête d'une entreprise de technologie de pointe basée à Paris, mais il passait la majorité de son temps dans cette maison familiale, travaillant à distance depuis son bureau aux boiseries sombres. Il croisait rarement Claire, et lorsqu'il le faisait, il lui adressait à peine un regard ou un mot. Elle, de son côté, gardait toujours les yeux baissés, respectueuse, presque absente. Personne ne savait grand-chose de Claire, ni les autres. Employée, ni même la gouvernante qui venait une fois par semaine. Elle parlait peu, mangeait seule et semblait avoir trouvé refuge dans ce rôle de présence silencieuse. Pourtant, à certains moments, un regard perdu à travers une fenêtre, une pause devant une étagère de livres, trahissait un tumulte intérieur, une mémoire fragile qui luttait pour rester enfouie. Elle avait appris à tout faire avec une précision méticuleuse. Les vitres ne laissaient jamais de traces. Les meubles brillaient sous les chiffons. Les vêtements repassés sentaient toujours le savon de Marseille. C'était dans ces gestes qu'elle plaçait son énergie, comme pour éviter de penser à ce qu'elle avait fui, car il y avait bien quelque chose qu'elle fuyait, une certitude sourde, jamais formulée, qui pesait dans ses nuits sans rêve. Le soir, après avoir fermé les volets et vérifié chaque serrure, Claire s'asseyait parfois quelques minutes dans la cuisine vide, les mains croisées sur la table. Il n'y avait pas de musique, pas de téléviseur, rien pour distraire l'esprit. Ce silence-là, elle l'écoutait avec une sorte de respect douloureux. Elle n'avait pas de famille connue, pas d'amis proches, aucun souvenir clair d'avant. Ces 20 ans, des images floues, des sensations de froid, des mots étrangers parfois, mais rien de stable. Son passé était un tableau effacé, et elle n'avait jamais osé chercher les couleurs qui manquaient. Antoine, de son côté, était un mystère d'une autre nature. Toujours plongé dans ses dossiers, il recevait rarement des visiteurs. Parfois, des collègues venaient de Paris pour des réunions discrètes, mais Claire n'en retenait que des éclats de voix étouffés derrière des portes closes. Elle s'était habituée à sa présence distante, à son pas régulier dans les couloirs, à son parfum discret de cuir et de cèdre. Il semblait n'avoir besoin de rien, sinon de l'ordre absolu que Claire garantissait dans son ombre. Ce jour-là, pourtant, quelque chose changea. Le matin avait commencé comme tous les autres. Claire avait préparé le petit déjeuner, rangé la vaisselle, puis s'était dirigée vers le bureau pour y passer l'aspirateur. Antoine n'y était jamais à cette heure-là. Elle le savait. C'était l'un des rares moments où elle osait entrer dans cette pièce sans peur. Elle poussa la porte, commença sa routine, et tout aurait pu continuer ainsi, dans le silence éternel qu'elle connaissait si bien. Mais la sonnerie du téléphone rompit l'équilibre. Un appareil fixe ancien posé sur le bureau. Elle hésita, regarda autour d'elle. Devait-elle répondre? Il n'y avait personne d'autre. D'une main tremblante, elle décrocha. Elle ne savait pas encore que ce simple geste allait faire basculer tout ce qu'elle croyait avoir enterré. Le combiné glissa entre les doigts de Claire, moite de nervosité. Sa voix, d'abord hésitante, se stabilisa étrangement dès qu'elle comprit la langue de l'interlocuteur. Un allemand limpide, presque chantant, s'échappa d'elle avec une aisance qu'elle n'avait pas anticipée. C'était comme si une autre version d'elle-même prenait soudain le relais, articulant chaque mot avec une précision naturelle, fluide, irréprochable. Guten Morgen. Ja, ich bin hier. Nein, Herr Mercier ist momentan nicht verfügbar. Kann ich etwas ausrichten? Elle écoutait attentivement, hochant la tête malgré l'absence de vis-à-vis, comme si les gestes pouvaient accompagner les signes mots. Elle notait mentalement chaque information, traduisait instinctivement dans sa tête les termes techniques, les noms de projets, les délais évoqués. Puis, avec un calme presque clinique,
Elle conclut. Ich werde ihm die Nachricht übermitteln. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Elle raccrocha. Un léger tremblement monta le long de ses doigts jusqu'à ses coudes. Elle resta quelques secondes figée, l'oreille encore tendue vers l'écho d'une langue qui résonnait trop parfaitement en elle. Puis elle se retourna, et ce fut là qu'elle le vit. Antoine Mercier était appuyé contre le chambranle de la porte, les bras croisés. Il n'avait rien dit. Pas un mot, pas une toux, pas un geste. Il avait simplement écouté du début à la fin. Son regard était difficile à lire, ni colère, ni surprise apparente. Mais un soupçon d'intensité dans les yeux, comme si quelque chose s'était enclenché dans son esprit méthodique. Claire sentit une vague glacée lui remonter le long du dos. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle voulut justifier, expliquer, s'excuser peut-être, mais il ne lui en laissa pas l'occasion. Sans décroiser les bras, il la fixa encore un instant, puis dit simplement de sa voix grave et calme « Merci, c'est tout pour aujourd'hui ». Il tourna les talons et disparut dans le couloir, ses pas étouffés sur le parquet ancien. Claire resta seule dans le bureau, le cœur battant comme un tambour d'alarme. Elle posa lentement le combiné sur sa base et sentit la chaleur quitter ses joues. Qu'avait-elle fait? Pourquoi avait-elle répondu ainsi? Pourquoi cette langue s'était-elle imposée à elle avec tant de force? Et surtout, pourquoi Antoine n'avait-il rien dit de plus? Le reste de la journée se déroula dans une torpeur étrange. Antoine se comporta comme à son habitude, concentré, distant, comme si rien ne s'était passé. Mais Claire n'était pas dupe. Elle sentait le poids du regard qu'il avait posé sur elle. Elle le revoyait dans l'encadrement de la porte, muet comme un sphinx, mais si alerte. Il savait, ou du moins, il avait désormais un indice. Et cela suffisait à faire trembler tout l'édifice de silence qu'elle avait construit autour de son passé. Cette nuit-là, dans sa chambre exiguë, elle ne trouva pas le sommeil. Elle se revoyait enfant, dans un couloir aux murs clairs, des voix autour d'elle, des mots étrangers qui la berçaient autant qu'ils l'effrayaient. Elle n'avait jamais su d'où venaient ces souvenirs. Elle avait appris à les ignorer, à les enfouir sous les tâches quotidiennes, sous la routine mécanique qui l'empêchait de trop penser. Mais maintenant il revenait en allemand, avec des noms, des visages, des chansons. Le lendemain matin, elle s'habilla, plus lentement que d'habitude. Elle ne savait pas à quoi s'attendre. Serait-elle convoquée, licenciée, interrogée? Elle descendit tout de même accomplir ses tâches, comme chaque jour mais avec le cœur lourd. Jusqu'au soir, Antoine ne lui adressa pas un mot de plus que nécessaire. Il était resté égal à lui-même, concentré, poli, parfois même distrait. Puis, alors que Claire s'apprêtait à terminer son service, il la fit appeler. Elle entra dans son bureau avec appréhension. Il était debout devant la fenêtre, les mains croisées dans le dos. Il se retourna lorsqu'elle entra. « J'ai besoin que vous partiez pour Strasbourg demain matin. » Claire le regarda interdite. « Pour Strasbourg ?» Il hocha la tête, calme. « J'y possède une maison secondaire. Elle a besoin d'être préparée pour l'hiver. Je veux que vous vous y installiez pour un moment, le temps que tout soit mis en ordre. » Elle cligna des yeux. C'était inattendu, inexplicable, et surtout irrévocable. « Très bien, monsieur, » murmura-t-elle. Antoine la fixa encore quelques secondes, comme pour y lire une hésitation. Puis il se détourna. « Bonne nuit, Claire. » Elle s'inclina légèrement et quitta la pièce, étourdie. Quelque chose s'était enclenché, et cette fois, ce n'était pas elle qui menait la danse. Le matin suivant, le brouillard recouvrait les vignobles comme un drap humide. Claire monta dans le train pour Strasbourg avec une valise modeste et une lettre manuscrite de Monsieur Mercier adressée à un certain Monsieur Baumann, le régisseur de la maison secondaire. Aucun mot d'explication supplémentaire, juste une consigne précise. Préparer la résidence pour un séjour prolongé, durée indéterminée. Le trajet fut long, mais Claire n'en retint presque rien. Ses pensées tournaient en boucle, consumées par l'image de son patron dans l'encadrement de la porte, puis par cette décision soudaine. Pourquoi l'envoyait-il là-bas seul sans raison apparente? Était-ce une punition, une mise à l'écart déguisée, ou au contraire, une façon de l'éloigner? De quoi? De qui? Elle avait du mal à suivre le fil. Rien dans son comportement n'expliquait ce changement. À son arrivée à Strasbourg, un homme d'une 60aine d'années l'attendait sur le quai. Monsieur Baumann était courtois, précis,
et manifestement habitué à recevoir des directives sans poser de questions. Il la conduisit à la maison située en périphérie de la ville, dans un quartier calme bordé d'arbres. C'était une bâtisse à 2 étages, au charme ancien, avec une véranda donnant sur un jardin discret. Rien à voir avec la grandeur de la demeure à Sancerre, mais une chaleur étrange émanait de ses murs. Dès les premiers instants, Claire sentit un frisson la parcourir. Il ne venait ni du froid ni de la fatigue du voyage. C'était autre chose, une impression familière, sourde, presque physique, comme si les lieux résonnaient avec une mémoire enfouie. Elle commença le ménage comme à son habitude, lavage, dépoussiérage, inventaire des chambres. Mais très vite, des détails vinrent troubler sa routine. Dans le salon, une bibliothèque ancienne abritait plusieurs ouvrages en allemand, de vieilles éditions de droit, des romans classiques, des livres de contes. L'un d'eux était annoté, à la main, avec une écriture fine, féminine, qui lui semblait étrangement familière. Sur un mur du couloir, un tableau représentait une fillette blonde jouant du piano, signée d'un nom qu'elle n'arrivait pas à prononcer, mais qui commençait par un K. Claire s'arrêta devant la peinture, le souffle court. Le visage de l'enfant éveillait en elle une émotion confuse, presque douloureuse, comme une mélodie entendue dans un rêve. Elle continua, troublée, jusqu'au grenier, où elle découvrit un vieux piano droit, couvert d'un drap. En le soulevant, elle trouva des partitions jaunies. Certaines portaient des annotations en allemand, d'autres des petits dessins enfantins dans les marges, des étoiles, des clés, des noms à moitié effacés. Elle en reconnut un, pas dans sa signification, dans sa sensation. Le nom Annalena, écrit à la main, laissa dans sa poitrine une vibration profonde. Elle recula, prise de vertige. Ce n'était pas possible, ce n'était qu'un hasard. Un nom courant peut-être. Et pourtant, tout en elle criait le contraire. Cette maison, ce piano, ces livres. Il y avait ici plus qu'un simple lieu, de vacances d'un riche entrepreneur. Antoine arriva le lendemain soir sans prévenir. Claire, surprise, ouvrit la porte et le découvrit avec un sac en cuir à la main, un manteau sombre et l'air plus fatigué qu'elle ne l'avait jamais vu. Il entra sans dire un mot sur les raisons de sa venue. Simplement, « Merci d'avoir tout mis en ordre. Je vais rester quelques jours. » Ils partagèrent un dîner silencieux. Il mangea peu, elle presque rien. Le poids du non-dit s'était épaissi, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Lorsqu'elle se leva pour débarrasser, il la fixa un instant. « Vous avez grandi où, Claire ?» Elle se figea. Ce n'était pas une question banale, pas de la part d'Antoine. « Dans la Loire, je crois. C'est ce qu'on m'a dit. Je n'ai pas vraiment connu mes parents. » Il hocha lentement la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. Puis il ajouta, sans la regarder, « Il y a des choses que l'on oublie pour se protéger. Mais elles reviennent toujours. » Claire ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Un nœud s'était formé dans sa gorge. Elle sortit de la salle à manger en silence, les mains serrées autour des assiettes vides. Ce soir-là, dans sa chambre, à l'étage, elle sentit pour la première fois qu'elle n'était plus seule dans son passé. Quelque chose approchait. Et Antoine, d'une manière ou d'une autre, semblait déjà le savoir. Les jours passaient à Strasbourg, lents et pesants comme les nuages d'hiver qui ne quittèrent plus le ciel. Claire s'était installée dans une chambre au rez-de-chaussée, à l'opposé de celle qu'occupait Antoine à l'étage. La maison était plus calme qu'à Sancerre, mais pas moins oppressante. Il y régnait une forme de solitude chargée, comme si les objets eux-mêmes retenaient le souffle d'un passé jamais dit. Chaque pièce semblait contenir un souvenir, et Claire marchait parmi eux comme dans un musée hanté. Antoine, fidèle à lui-même, restait distant, souvent enfermé dans son bureau improvisé au premier étage. Il sortait rarement, parlait peu mais observait beaucoup. Ses silences étaient plus lourds que ses paroles, et Claire, malgré ses efforts pour garder ses distances, sentait sa présence partout. Le plus troublant demeurait cette sensation de familiarité diffuse. Rien de précis, mais des éclats. En passant devant une étagère, une odeur de bois verni l'étreignait le cœur. En touchant les rideaux d'un salon abandonné, une image surgissait. Une femme en tailleur gris assise près de la fenêtre, un livre ouvert sur les genoux. Et chaque fois qu'elle s'asseyait devant le vieux piano, des notes s'imposaient à ses doigts sans qu'elle sache d'où elles venaient. Elle n'osait pas en parler, ni à Antoine, ni à Baumann, ni à elle-même. Trop de peur, trop de choses à perdre si jamais la vérité s'avérait plus douloureuse que l'oubli. Un matin, alors qu'elle rangeait un placard dans le couloir,
Elle tomba sur une vieille boîte en fer cachée derrière des draps anciens. À l'intérieur, des photographies en noir et blanc, des portraits de famille, certains datés. Un homme moustachu en uniforme, une femme sérieuse aux yeux clairs et au centre, une petite fille souriante. Claire sentit un picotement dans les tempes. Elle retourna la photo. Une écriture fine, presque effacée. Für meine Annalena. Weihnachten 99. Pour mon Annalena, Noël 1999. Le nom, encore lui. De plus en plus proche, de plus en plus familier. Plus tard dans la journée, elle osa aborder Antoine. Il était dans la bibliothèque, penché sur un carnet, les lunettes glissées sur le nez. « Monsieur Mercier, cette maison, elle appartenait à vos parents ?» Il releva à peine les yeux. « À ma mère, surtout. Elle y a vécu ces dernières années. » Claire hésita. « Elle parlait allemand ?» Il ferma le carnet. « Couramment. Elle y a étudié, à Berlin, dans sa jeunesse. » Un silence. « Elle avait des amis là-bas ?»« Plusieurs. Des gens du milieu universitaire, quelques avocats. » « Pourquoi ?» Claire détourna le regard. « Rien. Juste une impression. » Il la fixa un moment. Puis, « Vous vous êtes très bien, adapté à cette maison, comme si vous la connaissiez déjà. » Elle sentit le piège dans cette remarque, mais ne répondit pas. Il se leva et s'approcha de l'étagère. « Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant dans vos rangements. Quelques livres et des photos. » Il hocha la tête. « Vous pouvez les garder si vous voulez. Ce sont des souvenirs anciens. » Puis il sortit, la laissant seule avec ses doutes. Le soir venu, Claire s'assit au piano. Elle n'avait pas joué depuis des années. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Mais ses doigts glissèrent naturellement sur les touches, retrouvant une mélodie qu'elle n'avait jamais apprise. Une berceuse. Triste et douce. Elle ne comprenait pas les paroles qui résonnaient dans sa tête, mais elle l'émouvait jusqu'aux larmes. Des mots en allemand, des mots de mère. Antoine l'écoutait depuis l'étage, immobile. Il ne comprenait pas non plus ce qu'il ressentait. Mais il savait désormais que cette femme qu'il avait toujours crue insignifiante cachait un passé bien plus dense que tout ce qu'il aurait pu imaginer. La maison devenait chaque jour plus vivante, à mesure que Claire l'explorait. Mais cette vie retrouvée ne faisait que réveiller des peurs anciennes, car chaque souvenir qu'elle effleurait l'éloignait un peu plus de l'identité qu'elle avait construite. Et Antoine, qui autrefois ne la regardait pas, ne la quittait plus des yeux. La pluie tombait sans discontinuer depuis 3 jours. Des rideaux gris couvraient le ciel de Strasbourg et la maison de la périphérie semblait flotter dans une brume épaisse, comme un souvenir figé. Claire, quant à elle, s'était plongée dans l'organisation de la bibliothèque. C'était un travail méticuleux, presque apaisant, qui lui permettait de repousser les pensées intrusives et les sensations trop vives qui l'assaillaient depuis son arrivée. Un après-midi, alors qu'elle tirait d'un rayon un ouvrage particulièrement poussiéreux, un petit objet tomba au sol. Elle s'accroupit et découvrit un signet en cuir usé, glissé entre 2 pages d'un épais volume de droit allemand. Curieuse, elle ouvrit le livre. L'intérieur dégageait une odeur âcre de papier ancien, de longues phrases austères en gothique moderne tapissèrent les pages. Mais ce n'est pas le texte qui l'arrêta. Sur la première page, en haut, une dédicace écrite à l'encre bleue attirait son attention. Für Annalena, mein zweisprachiger Stern, von Papa. Claire sentit une onde glacée la traverser. Elle lut la phrase plusieurs fois. Pour Annalena, mon étoile bilingue, de Papa. Le mot Papa fit trembler ses doigts. Et ce prénom, ce fichu prénom, Annalena, encore lui. Elle n'avait jamais connu ce nom dans sa vie actuelle. Jamais eu de lien direct avec quelqu'un qui s'appelait ainsi, et pourtant il l'obsédait depuis son arrivée, comme une corde invisible tirée du fond d'elle-même. Elle referma le livre avec précaution, le tenant contre sa poitrine. Puis elle s'assit sur un petit tabouret près de la fenêtre et regarda dehors, sans voir la pluie. Des souvenirs flous s'insinuaient dans son esprit. Une pièce éclairée à la lumière jaune, une voix masculine et douce, des mots allemands murmurés à l'oreille, et toujours ce prénom, Annalena. Elle tenta de se raisonner. Il existait des dizaines de jeunes filles prénommées qu'ainsi en Allemagne. Ce livre avait peut-être appartenu à une amie de la famille Mercier, peut-être même à la mère d'Antoine. Mais alors, pourquoi cette douleur sourde au creux du ventre? Pourquoi cette impression que ce mot lui appartenait, qu'il venait d'elle? Elle décida de ne pas en parler à Antoine. Pas encore.
Elle cacha le livre dans sa chambre, derrière ses vêtements soigneusement pliés. Cette nuit-là, elle rêva. Elle rêva d'un quai de gare, d'un train prêt à partir. Une femme blonde criait un nom. Elle n'entendait pas lequel, mais ses bras étaient tendus, son regard désespéré. Et elle, Claire ou Anna-Lena, était emportée loin, très loin. Le lendemain matin, Antoine trouva Claire déjà réveillée, affairée dans la cuisine. Il s'étonna de la voir si tôt. « Vous avez mal dormi ?» Elle haussa les épaules. « Quelques cauchemars. Ce doit être le temps. » Il la regarda un moment sans rien dire, puis, comme poussé par une impulsion, « Savez-vous si vous avez de la famille en Allemagne ?» Elle leva les yeux, surprise. « Pourquoi cette question ?» Il détourna légèrement le regard. « Je pensais à cette langue que vous parlez si bien. Elle ne s'apprend pas par hasard. » Elle ne répondit pas. Il insista. « Avez-vous déjà cherché votre acte de naissance? Vos origines ?» Claire baissa les yeux vers le café qu'elle remuait sans boire. « Non, j'ai grandi dans un foyer. On m'a dit que j'étais française, c'est tout. J'ai appris l'allemand toute seule, en lisant. Un mensonge partiel. Elle l'avait cru vrai longtemps, mais aujourd'hui, elle ne savait plus. » Antoine se contenta de hocher la tête. Il n'insista pas, mais son silence en disait long. Il savait qu'elle cachait quelque chose, même à elle-même. Plus tard, ce même jour, alors qu'elle remettait de l'ordre dans le bureau du rez-de-chaussée, elle ouvrit un tiroir que personne n'avait touché depuis longtemps. À l'intérieur, une boîte en bois contenait divers papiers, vieilles lettres, reçus, brochures d'université, et au fond, un carnet de notes tenu par une main jeune. Des pages en allemand, des réflexions sur le droit international, sur les institutions de protection de l'enfance, sur les risques liés aux procédures d'adoption transfrontalières. Elle sentit son souffle s'arrêter. L'écriture était la même que celle de la dédicace dans le livre. Et à la dernière page, un nom, Élise Kremer. Le nom ne lui disait rien de précis, mais son cœur accéléra. Kremer, un nom allemand. Pas rare mais évocateur. Elle le murmura plusieurs fois. Quelque chose dans sa prononciation vibrait douloureusement en elle. Elle sortit discrètement le carnet et le rangea avec le livre de droit dans sa chambre. Quelque chose se dessinait, une trame, un lien. Elle ne pouvait plus faire semblant de ne rien voir. Et Antoine, bien que toujours silencieux, semblait de plus en plus attentif à chacun de ses gestes. Ce fut un matin clair et glacial, l'un de ces jours d'hiver où la lumière blanche donne à chaque chose une netteté irréelle. Claire préparait le petit déjeuner lorsqu'elle entendit frapper à la porte d'entrée. Antoine était sorti tôt, sans explication. Elle essuya ses mains sur son tablier, s'attendant à recevoir une livraison ou une visite de Baumann. Mais en ouvrant, elle se retrouva face à un homme qu'elle n'avait jamais vu. Grand, la soixantaine élégante, vêtu d'un long manteau sombre, il portait une écharpe verte soigneusement nouée et tenait un petit sac en cuir à la main. Ses yeux bleus l'examinèrent intensément et un sourire timide étira ses lèvres. « Anna-Lena » Claire sentit son cœur se figer. Le nom résonna comme un coup de tonnerre. Elle recula d'un pas. « Excusez-moi, vous devez faire erreur. » Mais l'homme ne bougea pas. Il semblait ému, presque bouleversé. « Pardon, » dit-il alors en français, avec un léger accent allemand. « Vous ressemblez énormément à quelqu'un que j'ai connu il y a très longtemps. Une enfant, Anna-Lena Kremer. » Claire déglutit difficilement. Ce nom encore. Ce visage qui semblait la reconnaître. Ce trouble qu'elle ne parvenait plus à dissimuler. Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix résonna derrière elle. « Jeter ?» Antoine venait d'apparaître dans le hall, son manteau encore sur les épaules. Il s'approcha rapidement, échangea une accolade rapide avec l'invité. « Je ne savais pas que tu venais aujourd'hui. J'étais dans la région, j'ai pris un train ce matin. Tu m'avais dit que tu étais ici, alors... » Il regarda à nouveau Claire, visiblement troublé. Antoine, remarquant la tension dans l'air, intervint. « Claire est employée ici. Elle travaille pour moi depuis plusieurs années. » Dieter hocha la tête, visiblement désorienté, mais il comprit qu'il ne devait pas insister. « Enchanté, dit-il alors, un peu plus formellement. Je m'excuse pour la confusion. J'ai cru voir un fantôme. » Claire, encore secouée, murmura « Un vague enchanté », avant de s'éclipser vers la cuisine où elle tenta de reprendre ses esprits. Mais elle tremblait. Il l'avait appelée par ce nom sans hésiter. Pas comme quelqu'un qui cherche une ressemblance vague,
mais comme quelqu'un qui sait. Et ce regard, il n'était pas celui d'un étranger. Elle resta cachée une bonne heure, entendant de temps en temps les voix des deux hommes dans le salon. Elle essaya de se convaincre qu'il s'agissait d'une coïncidence, que ce Dieter, malgré sa conviction, s'était trompé. Mais une intuition profonde murmurait le contraire. Ce nom, cette maison, ce regard, tout pointait vers une vérité qu'elle n'osait affronter. À l'heure du déjeuner, Antoine frappa à la porte de la cuisine. « Claire, pouvez-vous préparer quelque chose pour 2 personnes ?» Elle acquiesça sans le regarder. Pendant qu'elle dressait la table, elle l'entendit parler avec Dieter d'affaires passées, de séminaires en Allemagne, de leurs années d'université. Mais elle sentait qu'une tension sourde persistait. Elle servit les plats sans dire un mot. Dieter la suivit des yeux, visiblement mal à l'aise. Puis, alors qu'elle plaçait le vin, il dit d'un ton presque solennel « Je me trompe, peut-être, mais si ce n'est pas elle, alors elle est le portrait vivant de la petite Annalena. » Antoine posa lentement sa fourchette. « Assez, Dieter. » Claire, figée, les regardait à tour de rôle. « Qui est cette Annalena ?» demanda-t-elle finalement, la voix basse. Dieter la fixa un long moment. « Une petite fille que j'ai connue à Berlin. Sa mère était une avocate, très engagée. Elles ont disparu du jour au lendemain, en 1999. L'affaire n'a jamais été élucidée. J'avais 6 ans de plus qu'elle. Mais je me souviens parfaitement d'elle. Elle jouait du piano, elle parlait 2 langues, et elle avait vos yeux. » Le silence tomba. Claire se redressa. « Et vous croyez que je suis cette fille ?»« Je ne crois rien, » dit-il doucement. « Mais vous devriez poser des questions. »« À la bonne, personne. » Il jeta un regard furtif à Antoine. Celui-ci serra la mâchoire. « Dieter, on en reparlera plus tard. » Claire, bouleversée, quitta la pièce sans demander la permission. Dans sa chambre, elle sortit le livre de droit et le carnet. Elle les posa sur son lit et s'assit face à eux. L'encre, le papier, les mots. Tout cela appartenait à une autre vie. Et pourtant, tout cela l'appelait de plus en plus fort. Elle savait désormais que le mensonge n'était plus tenable, qu'il fallait des réponses. Mais à qui les demander? À Antoine, qui savait peut-être plus qu'il ne disait, à Dieter, qui semblait sincère, mais qui n'était qu'un fantôme du passé. La pluie recommença à tomber. Claire resta là, immobile, dans un silence que rien ne pouvait plus combler. Le lendemain du déjeuner tendu avec Dieter, un froid mordant s'était abattu sur Strasbourg. Le jardin était recouvert d'un givre opaque, et la lumière du matin semblait hésiter à pénétrer les fenêtres de la maison. Claire ne dormit presque pas. Toute la nuit, elle revécut les paroles de Dieter, la dédicace dans le livre, le regard d'Antoine. Elle n'était plus simplement troublée. Elle était certaine que quelque chose d'essentiel avait été effacé de sa mémoire. Au petit matin, déterminée, elle alla frapper à la porte du bureau d'Antoine. Il ouvrit sans surprise, comme s'il l'attendait. « Nous devons parler, » dit-elle sans détour. Il s'écarta pour la laisser entrer. Le bureau était rangé, silencieux, les rideaux entr'ouverts laissèrent passer une lumière pâle. Claire se tint droite, les poings crispés. « Vous saviez quelque chose depuis le début, n'est-ce pas? Cette maison, ce nom, Dieter, ce n'est pas une coïncidence. » Antoine la fixa longuement. Puis il alla s'asseoir derrière le bureau. « Je ne savais rien quand vous êtes arrivé à Sancerre. Je vous considérais comme une employée efficace, discrète. C'est tout. » Elle croisa les bras. « Et après ce coup de téléphone en allemand, j'ai été surpris, très surpris et intrigué. C'est pour cela que je vous ai envoyé ici. Cette maison appartenait à ma mère. Elle a longtemps vécu entre la France et l'Allemagne. Elle tenait des carnets, écrivait beaucoup. J'ai commencé à les relire, et certains noms sont revenus. » Claire s'approcha du bureau. « Vous parlez d'Annalena Kremer. » Il acquiesça. « Ce nom figurait dans les correspondances de ma mère. Une petite fille, disparue. Elle y faisait allusion dans des lettres à ses amis juristes. Une affaire sensible. Une femme, Elise Kremer, dénonçait des irrégularités dans un réseau d'adoption. Puis elle et sa fille ont disparu. Ma mère semblait persuadée qu'il y avait eu des pressions, peut-être même un enlèvement déguisé. » Claire sentit ses jambes faiblir. Elle s'assit sans demander. « Et vous avez pensé que je... » »« Non, pas tout de suite. Mais le livre que vous avez trouvé, la dédicace, votre réaction... » Dieter. Le fait que vous ne vous souveniez de rien avant vos 20 ans. Claire ferma les yeux. «
Je n'ai pas de souvenirs nets, seulement des sensations, des images floues, un quai de gare, une femme qui crie, des mots en allemand. J'ai toujours cru que c'était mon imagination. Ce ne l'est pas. Il ouvrit un tiroir et sortit une chemise beige. Il la lui tendit. J'ai commencé à chercher dans les archives. J'ai contacté des anciens collègues de ma mère. Ce dossier contient un résumé de l'affaire Kramer. Il n'a jamais été rendu public, mais il a circulé discrètement. Adoption illégale, changement d'identité, enfants déplacés sous de fausses identités, des structures complices, et puis plus rien. Claire ouvrit la chemise. À l'intérieur, des copies de lettres, des photocopies de journaux allemands, une photo d'Elise Kramer, souriante, les cheveux relevés, tenant la main d'une petite fille blonde. La respiration de Claire se bloqua. La fillette, c'était elle. Elle le savait au fond d'elle-même, c'était elle, même regard, même bouche. Un choc d'évidence qui fit trembler ses mains. Je ne peux pas... Antoine se leva et s'approcha. Vous n'avez pas à tout comprendre maintenant. Mais vous méritez de savoir, je peux vous aider, j'ai les contacts, les ressources. Et je crois que vous devez retrouver cette femme, votre mère. Claire se leva lentement, toujours fixée sur la photo. Pourquoi faites-vous cela? Il sembla surpris par la question. Parce que je ne supporte pas l'idée qu'un être humain vive dans l'ombre d'un vol. Vous avez été volé, votre vie, votre nom, votre histoire. On vous a tout pris. Si je peux vous rendre ne serait-ce qu'une partie de cela, alors je le dois. Elle le regarda longuement. Il n'y avait pas de pitié dans ses yeux, pas de condescendance, juste une forme de calme résolution. Elle serra le dossier contre elle. D'accord, je veux savoir. Je veux tout savoir. Ce soir-là, Claire retourna dans sa chambre avec le dossier. Elle passa des heures à le lire, ligne après ligne, chaque mot ravivant une mémoire morte. Elle retrouva dans un courrier une phrase qu'elle avait entendue en rêve. « Nous nous reverrons, je le promets ». C'était la fin d'une lettre d'Élise à une amie, quelques jours avant sa disparition. Les murs de sa vie s'effondraient, mais dans les ruines, elle apercevait une lumière. Antoine lui avait tendu la main, sans obligation. Et pour la première fois depuis des années, elle sentit qu'elle ne portait plus seule le poids de ses silences. Le vent soufflait fort ce jour-là, secouant les branches des arbres du jardin et faisant claquer les volets mal fermés. Claire, depuis l'aube, ne trouvait aucun répit. Les documents qu'Antoine lui avait confiés tournaient encore dans sa tête. Des noms, des dates, des phrases en allemand qui résonnaient étrangement dans son esprit. Elle les avait lus plusieurs fois jusqu'à les connaître par cœur. Pourtant, ce n'était pas suffisant. Elle avait besoin de quelque chose de plus tangible, une preuve intime, une voix de l'enfance. Elle se mit à fouiller la maison avec une obstination fébrile. Elle parcourut les couloirs, ouvrit des placards, déplaça des meubles, gravit les marches grinçantes du grenier. Rien ne laissait présager ce qu'elle espérait trouver, jusqu'à ce qu'elle atteigne le sous-sol. L'endroit sentait l'humidité et la pierre ancienne, des étagères pleines de cartons, de bibelots oubliés et de tissus recouverts de poussière. Elle passa de longues minutes à explorer chaque recoin. Et puis, tout au fond, dissimulée derrière une malle métallique, elle découvrit une petite boîte en bois marquée par le temps, mais encore intacte. Claire l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, des photographies d'un autre âge, des lettres pliées et un petit carnet d'enfant à la couverture bleu clair avec des dessins de nuages. Elle l'ouvrit. La première page portait un nom, Anna-Lena, écrit d'une main maladroite, en lettres irrégulières. Puis venait un texte en allemand, à l'encre légèrement effacée, mais encore lisible. « Mama, ich habe Angst. Wenn ich wiederkomme, findest du mich? Ich werde dich immer lieben. Anna-Lena. »« Maman, j'ai peur. Si je reviens, tu me trouveras. Je t'aimerai toujours. Anna-Lena. » La main de Claire tremblait. Elle reconnut l'écriture. Elle n'avait pas besoin de la comparer. C'était la sienne. Une version plus jeune, plus incertaine, mais incontestablement sienne. Et ce message, cette peur, cette promesse, tout remonta à la surface comme une marée brutale. Elle s'assit sur une vieille chaise bancale, le carnet serré contre elle. Des images vinrent, nettes cette fois. Une gare bondée, des cris, des mains qui se lâchent, une valise tombée. Et cette femme, blonde, vêtue d'un manteau trop fin, courant après elle, criant son nom dans le tumulte. Elle était là, Claire s'y voyait. Elle entendait le vacarme du train, les hurlements, les bras qui l'enveloppaient pour l'éloigner. Elle se leva en chancelant et remonta précipitamment au rez-de-chaussée. Antoine était dans la véranda.
lisant comme à son habitude. Elle ouvrit la porte d'un geste brusque. « J'ai trouvé quelque chose. » Il se leva immédiatement. Elle lui tendit le carnet. « C'est mon écriture. J'ai écrit ça. J'étais cet enfant. Il n'y a plus de doute possible. » Il prit le carnet, le feuilleta, puis leva les yeux vers elle. « C'est une preuve précieuse, Claire. »« Ce n'est plus Claire, » murmura-t-elle. « C'est Annalena. » Il hocha la tête, respectueux. « Vous êtes prête à aller plus loin ?» Elle acquiesça. « Je veux retrouver cette femme. Je veux savoir si elle est encore en vie. » Antoine alla chercher son téléphone. « J'ai conservé le contact d'une ancienne collaboratrice de ma mère. Elle travaillait à l'époque dans une association qui suivait les familles victimes d'enlèvements liées à l'adoption. Elle pourrait nous aider à retrouver Élise Kramer. » Il passa l'appel immédiatement. La conversation fut brève. Le nom Kramer semblait raviver de vieilles plaies, mais aussi une mémoire précise. La femme au bout du fil, après un moment de silence, dit « Je me souviens d'elle. Elle est restée des années à la chercher. Je crois qu'elle est toujours en Allemagne, à Mayence. » Antoine raccrocha et se tourna vers Annalena. « Elle est vivante. » Elle sentit son corps lâcher sous le choc. Elle s'appuya contre le mur, ferma les yeux, la respiration saccadée. Puis, lentement, une larme coula sur sa joue. La première d'une série longue et silencieuse. « Je veux la voir, » dit-elle simplement. Antoine s'approcha. « Alors, nous irons. Ensemble. » Ce soir-là, elle relut la lettre encore et encore. Ce message jamais envoyé, cette supplique d'une enfant à sa mère, résonnait comme une prière exaucée trop tard. Mais il n'était pas trop tard. Pas encore. 3 jours plus tard, la voiture d'Antoine traversait les routes enneigées en direction de Mayence. Le paysage défilait, figé dans une blancheur hivernale. Annalena regardait sans voir. Dans ses mains, le carnet d'enfant, ses doigts serrés autour comme pour l'empêcher de disparaître. À ses côtés, Antoine restait silencieux, concentré sur la route. Ils avaient quitté Strasbourg avant l'aube, sans annonce, sans préparation particulière. Tout dans ce voyage semblait suspendu à un fil de souvenirs qui ne demandait qu'à revenir. Il leur fallut plus de 5 heures pour atteindre la ville. Mayence, au bord du Rhin, semblait recouverte d'un calme ancien. Ses rues, bordées de maisons à colombages et de places pavées, accueillaient à peine quelques passants. Antoine avait organisé un rendez-vous avec une archiviste locale, Carla Hess, qui travaillait autrefois avec la mère d'Antoine sur les dossiers d'adoption douteuses. C'était elle que la collaboratrice de Paris avait mentionné. Ils la retrouvèrent dans une petite bibliothèque d'un quartier résidentiel. Carla, une femme aux cheveux gris tirés en chignon, les accueillit avec une gravité bienveillante. « Je vous attendais, dit-elle doucement, après avoir serré la main d'Antoine. « Et vous, dit-elle en se tournant vers Annalena, vous êtes la fille d'Élise. Il n'y a aucun doute. » Annalena sentit un frisson glacé dans la nuque. « Vous la connaissez ?» demanda-t-elle. Carla hocha la tête. « J'ai travaillé avec elle. Elle était brillante, passionnée, parfois téméraire. Lorsqu'elle a commencé à enquêter sur le réseau d'adoption clandestin, elle savait qu'elle risquait gros. Mais elle n'a jamais reculé. Elle a tout perdu en une nuit. Elle leur fit signe de la suivre dans un petit bureau annexe, puis sortit un dossier épais d'une armoire métallique. Voilà ce qu'il reste de notre enquête. Élise avait trouvé des irrégularités dans les dossiers d'adoption de plusieurs orphelinats. Elle soupçonnait des falsifications d'identité, des enfants déplacés entre pays avec de nouveaux noms. Elle avait des preuves, mais elles ont disparu en même temps qu'elle. Annalena feuilletait les pages. Des photographies, c'est des lettres, des témoignages, puis elle tomba sur un nom, Annalena Kramer, et une fiche avec une photo d'enfant agrafée en haut à gauche. C'était elle, souriante, en robe claire, légèrement floue, mais sans équivoque. Le dossier a été fermé officiellement en 2002, dit Carla, classé sans suite. Mais Élise n'a jamais cessé de chercher. Elle a refusé de quitter Mayence au cas où un jour, elle s'interrompit. Antoine s'approcha. « Savez-vous où elle vit aujourd'hui ?» Carla acquiesça lentement. « Elle habite toujours ici, dans le quartier de Gonsenheim, j'ai son adresse. Mais je ne sais pas dans quel état vous la trouverez. Elle a été brisée par cette histoire. Des années d'attente, de désespoir, de solitude. » Annalena prit l'adresse sans mot dire. Ses mains tremblaient, sa gorge était nouée.
Elle savait que l'instant approchait, et pourtant rien ne la préparait à ce qui allait suivre. Ils prirent congé de Carla et se dirigèrent vers l'adresse indiquée. Une petite maison blanche, modeste, entourée d'un jardin en sommeil. Il n'y avait pas de voiture dans l'allée. Une boîte aux lettres rouillée portait le nom Kramer. Anna-Lena resta immobile devant la porte. Antoine posa une main sur son épaule. « Je suis là. Tu peux y aller seule si tu préfères. » Elle hocha la tête. Elle monta les 2 marches du perron, hésita une seconde, puis frappa. Le temps s'étira. Puis la porte s'ouvrit lentement. Une femme apparut, les cheveux clairs grisonnants, un visage marqué par le temps et l'éveil, mais des yeux d'une intensité bouleversante. Elle observa Anna-Lena longuement, sans parler. Puis, d'une voix presque inaudible, elle dit « Anna-Lena ?» Anna-Lena sentit ses jambes céder. Elle aurait pu s'écrouler là, mais elle murmura « Maman ». Ce mot suspendit le monde. Élise porta une main à sa bouche, des larmes silencieuses coulant déjà sur ses joues. « Mon Dieu, mon bébé !» Elles tombèrent dans les bras, l'une de l'autre sans un mot de plus. Antoine, resté à l'écart, détourna le regard, respectueux. Le temps, la douleur, les années volées, rien ne comptait plus. Elles s'étaient retrouvées. Dans ce moment suspendu, Anna-Lena comprit que le lien n'avait jamais été rompu, que malgré les noms changés, les silences imposés et les distances artificielles, quelque chose avait survécu. L'amour, indélébile. La maison de Mayence semblait hors du temps. À l'intérieur, tout était resté figé dans une simplicité émouvante, des meubles en bois clair, des cadres accrochés au mur, des livres empilés sur la table basse, une vie suspendue entre l'attente et l'espoir. Anna-Lena, encore vacillante face à ce nom qu'elle réapprenait à porter, se tenait dans le salon, assise face à sa mère. Élise Kramer la fixait comme si elle craignait qu'elle disparaisse de nouveau. Ses mains tremblaient légèrement, mais son regard, lui, n'avait rien perdu de sa détermination d'antan. « Je t'ai cherché pendant 23 ans, dit-elle doucement. Chaque jour, chaque mois, j'ai frappé à toutes les portes possibles. Personne ne voulait m'écouter. » Anna-Lena baissa les yeux. Le poids de l'injustice semblait peser sur chaque syllabe prononcée. « On m'a dit que j'étais abandonnée, française, sans famille. » Élise secoua la tête, la voix étranglée. C'était un mensonge construit par des gens puissants qui voulaient te faire disparaître, parce que j'avais mis le doigt sur ce qu'ils cachaient. Elle se leva, alla chercher un dossier dans une armoire près de la fenêtre. Elle le posa devant sa fille. À l'intérieur, des lettres non envoyées, des photocopies de documents officiels, des coupures de presse, des noms raturés, des adresses modifiées, des extraits de rapports confidentiels, un labyrinthe d'obscurité. Tu as été retiré de moi par une institution qui devait nous protéger. Ils ont falsifié ton acte de naissance, changé ton prénom, ton pays, ton avenir. Elle montra une lettre tapée à la machine, adressée à une certaine direction des services sociaux de la région de Bade-Württemberg. La lettre parlait d'une mineure transférée dans le cadre d'un protocole exceptionnel de sécurité, signé par une responsable aujourd'hui décédée. Ils m'ont fait passer pour mentalement instable. On déclarait que je t'avais abandonné lors d'un voyage en France. Tout cela parce que je dénonçais leur trafic. Et toi, tu es devenu Claire Dupont. Dans un monde qui t'a effacé. Anna-Lena serra les poings. Un mélange de douleur, de rage et de soulagement bouillonnait en elle. Chaque mot d'Élise confirmait ce que son cœur savait déjà, sans avoir osé le formuler. Elle avait été volée. « Pourquoi personne n'a rien fait ?» murmura-t-elle. « Parce qu'ils ont tout couvert. Parce que certains noms impliqués sont encore protégés. Mais maintenant que tu es là, que tu as retrouvé ta voix, ils ne pourront plus t'ignorer. » Antoine, resté dans la pièce voisine pour laisser l'intimité à ce moment bouleversant, entra discrètement. Il tenait à la main un téléphone. « Je viens d'avoir un contact à Strasbourg. Une ancienne employée d'un centre d'adoption qui y travaillait à l'époque, elle accepte de parler. Elle dit qu'elle se souvient de Claire Dupont, qu'elle sait qu'elle n'a jamais été adoptée légalement. » Élise releva la tête brusquement. « Son nom ? Lise Gauthier. Elle vit à Colmar aujourd'hui. » Élise échangea un regard avec sa fille. « Si elle parle, c'est la clé. On pourra faire rouvrir le dossier. » Anna-Lena hocha la tête, déterminée. « Je veux lui parler, je veux que tout soit dit, que la vérité soit entendue, même après tout ce temps. » Le jour suivant, ils se rendirent ensemble à Colmar.
Lise Gauthier, une femme d'environ 70 ans, les accueillit dans un petit appartement modeste, le visage marqué par la fatigue, mais les yeux encore vifs. « Je m'en souviens très bien, dit-elle en voyant Anna-Lena. Vous êtes arrivée à l'âge de 7 ans. Personne ne savait vraiment d'où vous veniez. Les papiers étaient là, mais ils sentaient le faux. Nous avions l'habitude à l'époque. On nous disait de ne pas poser de questions. Elle sortit un carnet, jauni et relié à la main. J'ai gardé une trace, des noms, des anomalies, des enfants qui disparaissaient des registres, réapparaissaient ailleurs. Vous étiez la seule venue d'Allemagne. Votre cas m'a toujours hanté. » Elle leur montra une ligne, encre noire, soulignée. Enfant transféré sous le nom de Claire D, arrivé sans dossier médical ni antécédent scolaire. J'ai tenté d'en parler à ma supérieure. Elle m'a menacé. J'ai démissionné peu après. Mais je n'ai jamais oublié vos yeux, ce regard perdu, silencieux. Et cette langue, l'allemand que vous parliez dans votre sommeil. Les preuves s'accumulaient, l'identité retrouvée, les documents, les témoignages. Le système, autrefois invincible, montrait ses failles. De retour à Mayence, Anna-Lena se tint longtemps devant un miroir. Elle se regarda, comme pour la première fois, plus claire, plus anonyme, mais pas encore entièrement elle-même. Il restait du chemin à parcourir, mais cette fois, elle ne le ferait plus seule. Le printemps arriva sur Strasbourg comme un souffle discret. Les arbres reprenaient lentement leur couleur et les rues, encore frileuses, commençaient à se repeupler de passants. Pour Anna-Lena, les journées s'étiraient dans une attente étrange. Tout avait été dit, tout avait été retrouvé, mais le monde extérieur n'avait pas encore réagi. Les avocats contactés par Antoine travaillaient, en silence, rassemblant preuves et témoignages. Le nom d'Élise Kremer refaisait surface dans des cercles où il avait été banni. Des courriers recommençaient à circuler, mais la justice, elle, avançait avec lenteur. Pour ne pas sombrer dans l'impatience, Anna-Lena avait accepté un petit emploi temporaire dans une librairie du centre-ville à 2 pas de la cathédrale. L'idée d'être entourée de livres, de silence et de mots familiers l'apaisait. Elle y passait ses journées, entre les rayons à classer des ouvrages, conseiller des lecteurs, observer les visages inconnus qui entraient et sortaient sans se douter de ce qu'elle traversait. C'est là que cela arriva. Par un après-midi, tranquille, alors qu'elle disposait des romans allemands sur une étagère, elle sentit une présence derrière elle. Lorsqu'elle se retourna, elle vit une femme d'environ 60 ans, les cheveux tirés, un manteau sobre, et ce regard qui l'atteignit au plus profond. « Excusez-moi », commença la femme, mais sa voix se brisa avant de finir la phrase. Ses mains tremblaient, son visage se décomposa. Anna-Lena comprit en une seconde. Son cœur s'arrêta. Le monde disparut autour d'elle. « Maman » murmura-t-elle. Élise n'eut pas besoin de répondre. Elle s'avança lentement, posa une main sur la joue de sa fille et les larmes coulèrent sans retenue. Elles s'enlacèrent au milieu des rayons, sans un mot, 2 existences enfin réunies, comme si les années perdues n'avaient jamais existé. Antoine, resté en retrait, les observa de la porte. Il avait organisé cette rencontre discrètement. Il avait contacté Élise quelques jours plus tôt, lui avait parlé de l'état d'Anna-Lena, de ses doutes, de ses forces, de cette femme qui avait retrouvé sa voie, mais cherchait encore un lieu sûr où la poser. Élise avait hésité. Trop d'émotions, trop de peur. Et puis, elle avait pris un train. Elle avait suivi son instinct de mère. Plus tard, dans le petit appartement qu'Antoine louait à proximité, elles restèrent assises des heures à se parler, par fragments, par silence aussi. Anna-Lena raconta ses années de foyer, les visages oubliés, les gestes mécaniques. Élise lui raconta ses combats, les nuits sans sommeil, les lettres restées sans réponse. Ce n'était pas un récit linéaire, c'était une mosaïque faite de ruptures et de retrouvailles, de larmes et de rires tremblants. « Tu n'as jamais été oubliée, dit Élise. Jamais. Je n'ai pas arrêté de te chercher, même quand on m'a dit que c'était inutile. » Anna-Lena serra sa main. « Et moi, j'ai toujours senti qu'il me manquait quelque chose. Quelqu'un. » Antoine, silencieux jusqu'ici, s'approcha avec 2 tasses de thé. Il les posa devant elle. « Vous avez encore beaucoup à reconstruire. Mais vous êtes ensemble maintenant, et c'est tout ce qui compte. » Élise le regarda avec reconnaissance. « Sans vous, je ne l'aurais jamais retrouvé. »
Il haussa modestement les épaules. « Je n'ai fait que suivre les signes. » Les jours suivants furent consacrés à officialiser la vérité. L'avocat d'Antoine déposa une requête pour rectification d'état civil, accompagnée de tous les documents retrouvés, les lettres, les photos, les témoignages. Anna-Lena, soutenue par sa mère, signa une déclaration solennelle affirmant son identité réelle, née en Allemagne sous le nom de Kremer et disparue illégalement en 1999. La réponse ne tarda pas. Une enquête fut officiellement ouverte en France et en Allemagne. Le dossier de l'orphelinat fut rouvert et la presse commença à s'intéresser à l'histoire. Anna-Lena refusa toute interview. Elle n'en avait pas la force. Mais elle autorisa la publication d'un communiqué, rédigé par Antoine. Une simple note affirmant que la vérité ne s'éteint jamais vraiment et qu'il suffit parfois d'un mot, un prénom, un appel, une mélodie, pour la raviver. Un matin, alors qu'elle ouvrait la librairie, un client lui tendit un livre de contes pour enfants en allemand. « J'ai entendu dire qu'il y avait ici quelqu'un qui savait vraiment les lire. » Anna-Lena sourit doucement. « Oui, je crois que c'est vrai. » Elle était encore en train d'apprendre à être elle-même, mais désormais elle n'avait plus à le faire seule. Le mois de juin arriva avec un soleil timide mais régulier, comme une promesse de renouveau après un hiver trop long. Strasbourg brillait sous cette lumière nouvelle, et dans un modeste bureau de la préfecture, Anna-Lena Kremer signait d'une main assurée le dernier document qui rétablissait officiellement son identité. Claire Dupont n'existait plus. Ce nom, construit sur une erreur, une disparition et un silence, s'effaçait dans les archives comme une brume dissipée. À ses côtés, Élise tenait son sac contre elle, les yeux embués mais le regard fier. Antoine, en retrait, observait la scène avec une sobriété respectueuse. Il n'avait jamais cherché à s'imposer dans les moments clés, mais sa présence constante et discrète avait été essentielle. Sans lui, la vérité serait restée enfouie. Le responsable administratif, après avoir apposé sa signature, referma le dossier avec soin. « Vous êtes officiellement reconnu sous le nom d'Anna-Lena Kremer, née le 29 octobre 1992 à Berlin. Tous les documents précédents sont annulés. » Il leur tendit une copie, certifiée de l'acte de naissance rectifié. Anna-Lena le prit avec une émotion contenue. Elle n'avait jamais eu de papier qui lui ressemble vraiment. Celui-ci, pour la première fois, lui appartenait entièrement. Le même jour, une plainte officielle fut déposée contre l'orphelinat de la région Centre, qui avait hébergé Anna-Lena enfant, ainsi que contre plusieurs anciens fonctionnaires responsables du transfert illégal. Le dossier, soutenu par des avocats spécialisés en droit international, comportait les preuves accumulées depuis des mois. Le témoignage de Lise Gauthier, les documents retrouvés dans la maison de Strasbourg, les lettres d'Élise, les fiches falsifiées. L'enquête s'annonçait longue. Les délais judiciaires seraient inévitables. Mais la direction était désormais claire. Le silence avait été brisé. Dans les semaines qui suivirent, Anna-Lena décida de quitter temporairement la librairie. Elle avait besoin de se retrouver pleinement, de comprendre ce qu'elle voulait faire de cette nouvelle liberté. C'est Antoine qui, un soir, lui proposa une idée. « Tu parles parfaitement allemand et français. Tu as vécu entre deux cultures, deux histoires. Pourquoi ne pas devenir interprète ? Officiel, je veux dire. Travailler pour ceux qui, comme toi, ont besoin qu'on les entende, dans leur langue. » Ça aurait du sens. Elle y réfléchit plusieurs jours. L'idée germa doucement jusqu'à devenir une évidence. Elle s'inscrivit dans un institut de formation linguistique à Strasbourg, avec l'appui d'un programme spécial pour adultes en reprise d'études. Les démarches furent fluides, facilitées par Antoine, qui connaissait bien le directeur de l'établissement. Parallèlement, elle et Élise aménagèrent ensemble un petit appartement près du quartier de la Crutenau. Ce n'était pas grand, mais c'était à elle. Chaque objet choisi, chaque rideau accroché, chaque étagère montée ensemble était une victoire contre l'effacement. Un dimanche matin, alors qu'elle prenait un café sur le balcon, Élise dit « Je ne pensais pas revivre quelque chose d'aussi simple avec toi. Partager un matin, parler de rien, c'est presque irréel. » Anna-Lena sourit. « Et pourtant, c'est maintenant que tout commence. » Les mois passèrent. À l'automne, elle décrocha un premier contrat en tant qu'interprète pour une conférence franco-allemande sur les droits de l'enfant. Elle prit la parole avec une aisance qui la surprit elle-même. Elle n'était plus seulement Anna-Lena, la disparue retrouvée. Elle devenait une femme,
construite sur les ruines, mais solide, vraie. Antoine, toujours présent, la soutenait sans jamais l'étouffer. Leur relation avait évolué. Plus de liens de hiérarchie, plus de rôles figés. Ils étaient devenus partenaires, amis. Peut-être plus parfois dans les regards échappés, dans les silences partagés, dans les gestes qui disaient plus que les mots. Mais ni l'un ni l'autre ne précipitaient quoi que ce soit. Ils avaient appris la valeur du temps. Le procès contre les institutions fautives débuta enfin. Les premiers témoignages firent la une des journaux. Le nom d'Anna-Lena Kremer apparut comme celui d'une victime devenue actrice de sa propre histoire. On l'écoutait, on la consultait. Elle parlait au nom de ceux qui n'avaient jamais pu. Un jour, à la sortie d'une audience, une jeune femme l'attendait. « Vous êtes Anna-Lena, n'est-ce pas ? Je m'appelle Sophie. Mon petit frère a disparu dans les années 90. On m'a toujours dit qu'il était mort à la naissance. Mais je n'ai jamais cru cette version. » Anna-Lena l'écouta en silence. Et pour la première fois, elle comprit que son histoire dépassait largement sa propre existence. Elle faisait désormais partie d'un réseau de vérités enfouies qui réclamait justice. « Vous n'êtes pas seule, dit-elle à Sophie, et moi non plus. » Ce soir-là, elle rentra chez elle, s'assit au piano qu'Antoine lui avait offert pour son anniversaire et joua la berceuse de son enfance retrouvée. La même mélodie qu'elle avait redécouverte dans la maison de Strasbourg. Ses doigts glissèrent sur les touches avec tendresse. Elle n'était plus perdue. Chaque note était une pièce de son passé qui reprenait place dans le présent. Le vent d'octobre balayait les feuilles dorées qui tapissaient les rues de Berlin. C'était un matin lumineux, froid mais paisible, et Anna-Lena Kremer marchait d'un pas assuré vers le bâtiment où elle devait intervenir comme interprète pour un colloque sur les réparations judiciaires en cas d'adoption illégale. Elle portait un manteau bleu nuit, ses cheveux attachés avec simplicité, un badge pendu à son cou, son nom désormais entier, lisible, assumé. Elle avait accepté cette invitation symbolique avec gravité. Berlin n'était pas seulement un lieu de travail aujourd'hui, c'était une boucle qui se fermait. Elle retrouvait la ville où elle était née, arrachée trop tôt à une mère, à une langue, à une vie. Et elle y revenait non pas comme une victime, mais comme une professionnelle, une femme debout, capable de transformer sa propre douleur en pont vers la parole des autres. La conférence se déroula dans une salle sobre, entourée de panneaux en bois clair et de verrières ouvertes sur le ciel. Quand elle monta sur scène pour traduire le discours d'un avocat allemand en français, elle sentit une chaleur familière l'envahir. Les mots glissaient naturellement, chaque phrase traversant sa mémoire, chaque terme résonnant avec son passé. Elle parlait de justice, de réparation, de vérité, et même si ce n'était pas ses propres mots, c'était sa propre histoire qu'elle faisait entendre. À la fin de la conférence, plusieurs participants vinrent la féliciter, mais ce n'étaient pas les compliments qui comptaient. C'était la certitude intime d'avoir trouvé sa voie et de ne plus jamais la perdre. Le soir même, elle retrouva Élise dans un petit restaurant non loin de la rivière Spree. Elles parlèrent longuement, entre souvenirs et projets. Élise, apaisée, avait repris un poste dans une association de soutien aux familles séparées par des procédures irrégulières. Elle consacrait ses journées à défendre celles qui, comme elle autrefois, n'avaient pas les mots ni les moyens pour se battre seules. « Tu aurais été fière de moi aujourd'hui, » dit Anna-Lena en souriant. « Je le suis, depuis le premier jour où je t'ai revue, » répondit Élise en serrant sa main. De retour en France quelques jours plus tard, Anna-Lena retrouva Strasbourg avec un regard neuf. C'était désormais chez elle. Elle avait choisi d'y vivre entre ses racines allemandes et son histoire française. Elle parlait les deux langues avec le même amour, le même naturel, et c'était dans cet équilibre qu'elle se sentait entière. Elle reprit son poste d'interprète, mais aussi un engagement plus personnel. Elle donna des conférences, participa à des tables rondes, écrivit des articles sur le droit des enfants et les conséquences psychologiques des identités imposées. Son nom circulait dans les milieux académiques. On l'écoutait, on la consultait, non pas pour son passé tragique, mais pour sa compétence, sa clarté, sa détermination. Antoine, toujours là, était devenu une constante paisible dans sa vie. Ils se retrouvaient chaque semaine autour d'un dîner, d'une promenade ou d'un simple verre de vin. Il n'y avait pas eu de déclaration formelle entre eux, juste une présence fidèle, une intimité tranquille qui dépassait les mots. Un soir d'hiver, alors qu'il rentrait d'un concert de musique baroque, Antoine s'arrêta au pied du pont Saint-Martin et lui dit simplement « Tu m'as appris ce que c'est que la résilience,
et je crois que tu es devenue bien plus forte que tu ne l'imagines. » Anna-Lena le regarda, puis répondit sans détour, « Et toi, tu m'as montré qu'il existe des silences qui protègent et d'autres qui détruisent. Grâce à toi, j'ai appris à parler. » Ils restèrent là un long moment, à regarder les lumières se refléter sur l'eau noire. Quelques mois plus tard, elle reçut une offre de collaboration permanente auprès du Conseil de l'Europe, basé à Strasbourg, pour superviser un programme de médiation interculturelle. Elle accepta sans hésiter. C'était l'aboutissement logique de tout ce qu'elle avait reconstruit, une vie entière posée désormais sur de vraies fondations. Elle fit également un dernier acte symbolique. Elle se rendit seule à Sancerre, à l'ancienne maison où tout avait commencé. Elle en fit le tour, regarda chaque pierre, chaque fenêtre, chaque souvenir. Puis elle déposa sur le perron un livre, celui avec la dédicace. Pour Anna-Lena, mon étoile bilingue, de papa. Elle n'en avait plus besoin, elle l'avait intégré. Elle pouvait désormais avancer, et c'est ce qu'elle fit.